Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné. Espace Miné, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Chose promise, chose due, ce matin, nous recevons une haute personnalité de la République. Nous vous l'avons dit hier et nous voulons justement coller à l'actualité. Le Cameroun s'apprête à célébrer sa jeunesse à la 159e édition. Ce sera donc le 11 février prochain. Info TV n'a pas trouvé mieux que de recevoir justement le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il s'agit de Mounouna Fouchou. Avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous allons faire le point. Nous allons parler des problèmes que rencontrent les jeunes au Cameroun, à l'intérieur du pays, à l'extérieur des frontières. La touche Mounouna Fouchou sera véritablement mise en exergue dans le cadre justement de cette production. N'oubliez jamais, nos rubriques sont restées intactes. La très étincelante Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. N'oubliez pas également que la dénonciation restera également ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Une dénonciation qui est toujours menée des mains de maître par notre consultant Pierre Blériot. De toutes les façons, pour bénéficier de toutes ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Et alors là, vous serez à pic sur Info TV. Elle restera votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Monsieur le ministre Mounouna Fouchou, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait, ici, bonjour à vos téléspectateurs, nombreux téléspectateurs, notamment jeunes. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Nous avons été victimes d'une coupure d'électricité. Grâce à notre générateur, nous allons reprendre de plus belle. Nous accueillons le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique au Cameroun, Monsieur Mounouna Fouchou. Rebonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait Aïssi. Bonjour, Blériot, le consultant. Et bonjour à vos nombreux téléspectateurs, jeunes en particulier. Monsieur le ministre, vous êtes à l'aise lorsque vous participez à ce programme? Tout à fait. Je pense que ma présence ici, c'est d'abord encourager votre média citoyen en tant que ministre chargé de l'éducation civique, la promotion de cette citoyenneté-là, mais aussi votre émission en particulier qui participe d'une importante mission d'éducation civique et de promotion de la jeunesse. Ce que vous faites à travers votre émission participe de ce que nous appelons le réarmement moral, civique, entrepreneurial de la jeunesse et même des populations en général. Parce qu'il est question à la fois d'informer, de bien informer la jeunesse, de booster son moral, de la pousser à ce que nous appelons l'esprit patriotique, civique, surtout le fighting spirit de nos lions indomptables de football que nous voulons inculquer aux jeunes pour que chaque jeune soit un lion indomptable dans son domaine d'activité ou de compétence. C'est ça l'objectif de Prodec Réamon. Lorsque je vois vos consultants ici, les personnes que vous invitez, vos émissions tout au long de la semaine concourent à cet objectif. Et c'est pourquoi nous avons pensé venir nous-mêmes personnellement ici pour peut-être démarrer une série de passages de nos collaborateurs ici sur cette chaîne pour continuer à réamorcer davantage vos téléspectateurs, vos nombreux téléspectateurs jeunes de l'espace miné. Tout à fait. Merci, monsieur le ministre. Nous serons donc avec vous pendant près de 2 heures de temps. C'est l'occasion pour moi de dire justement à toute cette jeunesse qui est connectée qu'elle peut déjà commencer à envoyer leurs messages, leurs doléances, leurs questions à l'endroit de leur ministre, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous allons également accueillir notre consultant et restera notre consultant
le digne fils de Bomiebel, descendant de Oumniobé. Pierre Blériot-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'avoir associé à un panel de prestige comme celui de ce matin. Vous auriez bien pu me faire le coup en disant que bon, ce matin tu ne seras pas là parce que je reçois un ministre de la République. Non, c'est pour dire en même temps ma satisfaction. Nous menons un petit travail et de la bouche d'une bouche autorisée entendre qu'on est écouté, que ça participe du réarmement moral, à une action citoyenne. Cela nous touche. Nous encourageons les autres à faire pareil, c'est-à-dire à nous accompagner, ne serait-ce qu'à nous montrer que nous ne perdons pas notre temps ici. Donc c'est déjà une bonne note de satisfaction. Les sentiments qui sont les miens seront exprimés au cours de cet échange. Tout à fait. Je sais aussi que monsieur le ministre, s'il lui est arrivé quelquefois de jeter un coup d'œil, il sait que mon nom pour l'année 2025, mon sobriquet, c'est Casse-Tout. Donc, voilà. Il est le ministre des Jeunes. Je vais défendre davantage la cause des jeunes. Donc, je crois qu'on passera de bons moments de télé, comme vous savez si bien le dire. Je suis heureux d'être là ce matin. Merci Pierre Blériot-Niamec. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone cette fois-ci pour nous livrer comme d'habitude la sagesse de ce matin. Lorsque l'amour se met à évaluer ses sacrifices, il se lasse aussi d'aimer. Ça veut dire, on peut reprendre? Lorsque l'amour se met à évaluer ses sacrifices, il se lasse aussi d'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amour, il ne faut pas prêter trop attention à ce que vous mettez dedans, à ce que vous investissez. Si vous le faites, l'amour va commencer à diminuer au fur et à mesure. Il faut aimer de manière désintéressée. Et j'imagine que c'est comme ça que un ministre de la Jeunesse doit aimer les jeunes de manière désintéressée. Ça participe de réarmement moral. Merci. Merci, monsieur le ministre, et merci également pour ces éternelles sagesses matinales. Le plateau a été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux ce mercredi matin. C'est un plaisir. Bonjour, Excellence. Bonjour. J'avoue que vous êtes souvent jolie sur ce plateau, mais ce matin, vous êtes particulièrement séduisante. C'est parce que nous recevons monsieur le ministre. Est-ce qu'elle ignorait ce qui allait se passer? Exactement, je savais qu'on allait avoir... C'est une jeune, c'est massive. Les jeunes Camerounaises et Camerounais sont toujours beaux. Merci, Excellence. Claudia? Oui, parfait ici. La nuit a été, je présume. La nuit a été très belle de mon côté. Franchement, j'ai bien dormi. Je suis très en forme ce matin. De toutes les façons, lorsque la petite Claudia nous retrouve sur ce plateau, c'est pour une balade en kiosque. Claudia, que disent les journaux? À la une, ce 5 février, parfait ici, octroi automatique des droits en pension aux assurés éligibles. Le tri hebdomadaire La Météo nous propose de lire en page 3 la révolution pour les agents de la CNPS et le grand public. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et puis, semaine nationale du bilinguisme, on en parle avec le quotidien Info Matin. Le secrétaire d'État auprès du ministère des enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, Boniface Bayola, lance les activités de la 20e édition à Ebolova dans la région du Sud. Le maître mot de cette rencontre est placé sur la vulgarisation du français et l'anglais dans les écoles. Cette orientation gouvernementale permet de renforcer l'unité nationale. Nous restons bien évidemment en éducation avec le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous fait savoir que 150 nouveaux enseignants ont rejoint les rangs des universités de Bertois, Garoua et Bolova. La liste des élus se trouve de la page 4 à 8 ce matin. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi ces deux informations que nous propose Amen Mena. Le quotidien Le Jour fait de la tradition sa grande une. Ces inutiles maisons du village à lire de la page 2 à 4. En sport football, les Lions indomptables ont un nouvel équipementier. Il s'agit de la marque suisse Fortin. Elle a été retenue au terme d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football à Printemps. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire des affrontements survenus hier dans la société sucrière du Cameroun, en abrégé Sosucam, situé
dans la ville de Mbandjok. Le Messager raconte les tensions meurtrières en page 3. Même son de cloche pour le quotidien Mutation. Dans sa parution du jour, Georges Alain Boyomo relate les émeutes tragiques qui se déroulent dans la ville de Mbandjok et de Koteng. Affaire Bapou, le journal indépendant livre les derniers rebondissements dans un communiqué de presse valangrois de réponse. Le contre-amiral Joseph Fouda rompt le silence. Allons au-delà de l'info avec Caporal Info. Jacques Bayoglo parle ce matin des projets structurants au Cameroun. Le tabloïd nous fait savoir que lui, Paul Motazeux, n'est en rien responsable de l'échec ou du retard observé. Je clôture cette revue de presse avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. L'œil du Sahel, Guy Bay Gatama nous informe que 8 femmes sont prises en otage à Tomboro par Faïssi. Merci Claudia pour cette actualité brûlante au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Excellente journée à vous également par Faïssi et surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite, reste très très prudente. Merci, vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Pour vous qui avez des abus dans votre ville, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. Cela s'appelle ici la dénonciation, une affaire de Pierre Blériot-Niamec. Parfait, ici j'ai reçu dans la nuit une image d'une Camerounaise qui vivait au Canada. Vous voyez, je dis qui vivait. Elle n'est pas rentrée, elle est décédée. Oh là là. Elle est décédée et on n'a pas encore pu l'identifier. Donc, avec le concours de la réalisation, on va nous mettre sa photo. Peut-être qu'essayer de la faire, de l'agrandir un peu. Alors, mais pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parce que la communauté camerounaise vivant en Amérique du Nord nous a saisis pour nous faire comprendre que beaucoup de jeunes Camerounais vont en Amérique du Nord, envoyés par leurs parents, dans le but d'aller poursuivre leurs études. Sauf que les parents ne prennent pas le soin de payer ces études. Ils estiment que les enfants feront les petits métiers, les métiers pour étudiants. Cette communauté, pour les personnes qui sont déjà installées là-bas, nous fait comprendre que ce n'est pas facile pour les étudiants d'avoir les petits métiers. Le Canada particulièrement est très rigoureux avec les étudiants. Ce qui pousse donc certains étudiants à se livrer à des choses innommables. Comme elles sont innommables, je ne vais pas les nommer. C'est une sorte de livraison à l'inconnu. Beaucoup de ces jeunes meurent, d'autres sont utilisés dans des circuits pas du tout corrects. Nous voulons interpeller d'abord les parents eux-mêmes, parce que c'est eux qui initient souvent les voyages de leurs enfants dans des univers qu'ils ne maîtrisent pas, dans des conditions particulièrement risquées. Mais nous voulons également interpeller le gouvernement et notamment le ministre de la Jeunesse qui peut voir sa jeunesse vider le pays de cette façon, souvent pour des horizons inconnus et obscurs. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Déjà, ça fait mal. Hein, oui, elle est décédée. Bon, elle avait à peu près quel âge? Je crois une trentaine. Une trentaine. Elle abordait la trentaine. On l'a retrouvée morte dans sa chambre. Oui, il faut voyager, aller à tout prix, chercher le nouvel Eldorado et ils sont en majorité des jeunes. Hein. Oui. Monsieur le ministre, c'est une rubrique de cette émission que nous avons baptisée la dénonciation. Tous les matins, nous posons un fait comme celui-là, nous commentons et nous proposons quelques esquisses de solutions. Vous avez donc suivi la dénonciation comme tous les téléspectateurs. Quel est le commentaire et l'analyse que vous pouvez faire de cette dénonciation, monsieur le ministre? Comme je l'ai dit, parfait ici, Blériot, ce que vous faites ici participe véritablement de nos missions au quotidien. Et je crois que Blériot vient de signer là comme ça un bon coach de réamorce dans le cadre de la campagne que nous avons lancée l'année dernière à l'occasion de la Semaine de l'Unité en partenariat avec l'OIM, l'Organisation internationale sur les migrations, et qui rentre dans le cadre du Paris Jeudi, du programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, le Paris Jeudi, que nous mettons en œuvre, et qui s'appelle Opération
migration citoyenne et patriotique. Migration citoyenne et patriotique parce que d'abord, ce programme vise à sensibiliser la jeunesse camerounaise de ne pas aller en aventure inutile et que si jamais elle doit quand même y aller, comme par exemple pour les études, pour un travail bien précis, pour chercher la connaissance, la technologie, etc., il faut le faire de manière citoyenne. Ça veut dire qu'il faudrait avoir toutes les informations. Et patriotique parce qu'en allant, il faudrait aller préparer en restant attaché au pays, partager les valeurs qui sont celles de notre République, celles de notre société. Et avoir, comme je l'ai dit, ce fighting spirit de nos lions indomptables que promet le Maria Morse, afin de réussir, parce que ce n'est pas facile là-bas. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons donc des coachs, des pères éducateurs, y compris ceux de la diaspora, ou ceux qui sont bien informés comme Blériot, pour attirer l'attention de cette jeunesse, de ne pas aller sans être préparé. Aux parents même qui envoient ces enfants, comme vous le dites, il faut que les parents soient bien informés de ce qui attend cette jeunesse, leurs enfants là-bas. Et quelle est leur responsabilité par rapport à cette opération. Donc c'est ce que nous avons appelé opération citoyenne et patriotique, que nous conduisons déjà depuis quelques dizaines de mois. Et nous pensons que elle va se continuer. D'ailleurs, il est prévu une opération spéciale avec les cafés d'immigration qui consiste à donner, à faire participer les chancelleries à la bonne information de la jeunesse sur les possibilités de migration régulière et sûre, au lieu de partir sur des bases des illusions, que des rêves qui parfois se transforment en tragédie, comme le cas d'espèce. Donc je pense que cette rubrique, une fois de plus, vient comme ça participer à l'éducation civique de nos populations en général et les parents de ceux qui ont des enfants à l'étranger. Ils les interpellent par rapport à leurs responsabilités et aux jeunes eux-mêmes d'être préparés parce que même si le parent prend toutes les dispositions, si le jeune lui-même n'est pas préparé, il y aura un souci. Évidemment, il y aura toujours un souci. C'est pourquoi nous agissons sur le mindset. C'est pourquoi ce Pronet Créamos est basé sur l'éducation au changement de mentalité. Merci, Monsieur le ministre, pour votre regard. Comme d'habitude, nous allons passer la parole à Pierre Blériot, qui posera également un commentaire et une analyse. Pierre Blériot, ce n'est pas la première fois que nous posons ce genre de préoccupation sur ce plateau, mais nous avons la nette impression, ce n'est qu'une impression, que nous avons beau parler, mais continuer à dire l'Europe à tout prix, l'Amérique à tout prix, et que sais-je encore. Bon, je crois aussi parfait que ce n'est pas souvent, ou ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on quitte son pays pour aller en aventure. Le pain de l'exil, apparemment, est toujours amer. Il est amer. Mais comme l'occasion fait le larron, la jeune dame décédée a le privilège que sa question soit posée sur la table en présence du ministre de la Jeunesse. Moi, je vais plutôt poser une question. Dans ce cas précis, que peut faire le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique? Le cas, il est là. Les Camerounais, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Déjà, ils n'arrivent pas à identifier. Est-ce que des mesures peuvent être prises dans ce sens-là? Comme ça, nous leur aurons été plus utiles. Parce que très souvent, dans les dénonciations ici, on souhaite que nous joignions les autorités. Nous ne pouvons pas être à la rivière et mourir de soif. Monsieur le ministre. Oui, comme vous le savez, j'ai coutume de dire que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation, c'est le médecin de famille de la jeunesse. Donc, tout problème, toute préoccupation de la jeunesse le concerne. Mais il le fait en rapport avec les autres départements ministériels et partenaires qui sont des spécialistes, chacun dans son domaine.
Alors c'est la raison pour laquelle quand une question comme celle-là est posée, nous prenons acte et nous cherchons ensemble les solutions avec les autres spécialistes compétents en la matière. Ces relations extérieures, les organisations partenaires, comme j'ai parlé tout à l'heure de l'Organisation internationale pour l'immigration, internationale pour l'immigration, etc. Donc je pense que cette dénonciation est bien et je vous assure que je suis là accompagné de beaucoup de collaborateurs qui suivent effectivement votre émission de manière permanente et je peux vous dire qu'à nos réunions de coordination, on fait parfois des débats sur des questions qui ont fait l'objet de dénonciations lors de votre émission. Donc je peux vous dire une fois de plus qu'on a pris note et on va examiner la question. Merci, Monsieur le ministre. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Nous allons lire les premières préoccupations des téléspectateurs qui réagissent face à cette dénonciation. Bonjour Parfait et à tous les invités d'Espace Miné. Bonjour à Monsieur le ministre. S'il vous plaît, Parfait, j'ai un grand souci. Demandez à Monsieur le ministre comment je peux faire. J'ai fait ma première année à l'Université du Golfe de Guinée, IUG, à Douala, filière banque et finance. Maintenant, je me retrouve à Yaoundé dans une autre université et là, il n'y avait pas ma filière. Pour la deuxième année, on m'a conseillé dans cette université de faire plutôt la comptabilité. Maintenant, je suis bloqué. Il s'avère que je ne pourrai pas présenter mon examen. Je veux que vous m'aidiez de comment je dois faire. S'il vous plaît, c'est très urgent. Je ne sais pas si là, c'est de la compétence aussi du ministre de la Jeunesse. C'est le médecin de famille. Je vous ai dit, nous sommes le médecin de famille de la jeunesse. Et ce que je peux dire à ce jeune, c'est de dire que, en tant que ministère de la Jeunesse, donc médecin de famille de la jeunesse, nous avons nos cliniques de prise en charge holistique de cette jeunesse. Ce sont nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Qui existe dans tous les arrondissements. Il y a au moins un par arrondissement. Et c'est des plateformes aussi d'information pour la jeunesse et sur la jeunesse. Donc c'est là où on écoute la jeunesse, on prend en compte ses préoccupations avec les conseillers en insertion et on essaie maintenant, en fonction de leurs préoccupations, chercher des solutions avec les partenaires et les orienter vers les meilleurs guichets qui répondent à leurs préoccupations. C'est la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est aussi en ligne à l'adresse www.ongcameroun.cm. Il y a aussi un numéro vert qui est le 1505, où chaque instant, vous pouvez avoir un conseiller en insertion, un conseiller tout court, qui vous écoute, qui vous donne les orientations. C'est des spécialistes. Ce sont donc nos infirmiers en matière de jeunesse et qui peuvent donc coopérer avec les spécialistes en fonction de ces préoccupations. Pour le cas d'espèce, nos spécialistes, nos conseillers vont probablement prendre acte et voir avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ou si c'est la formation professionnelle, avec le ministère en charge de la formation professionnelle. Donc, en tant que médecin de famille, nous accueillons tous ces jeunes, qu'ils n'hésitent pas à aller vers nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Dans son quartier, il doit en avoir un. Sinon, il peut aller sur la plateforme www.ongcameroun.cm. Ou alors le numéro vert. Ou le numéro vert 1505. Il y aura un conseiller en insertion qui va l'orienter. La réponse pratique a donc été donnée par Monsieur le ministre. Autre préoccupation, bonjour Parfait, ici j'avoue aujourd'hui être surpris de vous, une aussi grande figure de la nation sur votre plateau. C'est vraiment que cela prouve que votre émission touche bon nombre de personnes jusqu'aux hautes personnalités publiques. C'est exceptionnellement du bon travail. J'espère de même que vous recevrez un grand directeur général d'une grande entreprise privée comme public au Cameroun. Je vous souhaite bonne chance pour recevoir un président de la République du Cameroun. Ça va aller. C'est signé Richard Carlos, chef d'entreprise, président du CEMEC, Consortium économique et monétaire de l'État du Cameroun.
Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations des nombreux téléspectateurs. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Monsieur le ministre, êtes-vous satisfait des résultats du plan triennal jeune? Je sais bien que vous avez l'art oratoire. C'est Hilaire de Niga qui pose la question. Pour l'instant, le ministre ne va pas répondre parce que nous en parlerons dans le cadre de l'entretien en long et en large. Donc, gardez prenez votre mal en patience. Autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Monsieur le ministre, je salue l'initiative dont vous parlez, sauf que si elle est sur pied depuis un certain moment, comment comprendre que vers la fin d'année passée, quasiment 4000 jeunes lorgnais vers le Canada? Le ministère de la Jeunesse ne peut malheureusement pas tout faire. À titre d'exemple, on nous a dit que la terre ne ment pas, mais combien de jeunes ont accès à cela? Que le cas de la défunte renforce l'attention des parents démissionnaires et qui se débarrassent de leurs enfants sitôt que ceux-ci s'en vont en Occident, et que le gouvernement mette encore plus le paquet dans la valorisation des capacités de la jeunesse. Je lance ici un clin d'œil au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. C'est signé Bertrand à partir de Marois. Une autre préoccupation, bonjour Parfait, Lombanjor des journalistes et Blériot, son meilleur compagnon de tous les jours. Je ne rate jamais l'émission Espace Miné d'Info TV. Je profite pour dire bonjour à mon patron depuis l'OMINU de la part de Madame Nkwakep. Merci, vous êtes en direct sur Espace Miné, 10h, 11h52. Une touche pause s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix et nous passons à la phase de l'entretien proprement dite. Et nous allons avoir 3 arrêts. La première partie, c'est ce que nous avons appelé ici le Minjek et la touche Monuna. Que fait le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à l'endroit des jeunes au Cameroun? La deuxième partie, nous allons marquer un arrêt très important. J'ai failli dire un arrêt majeur sur le volet ayant trait au chômage des jeunes au Cameroun et tout ce qui a trait à l'insertion socio-professionnelle. Si vous en avez convenance, la politique oblige présidentielle 2025. On collera également un mot, sachant bien évidemment que la partie jeunesse est une partie très importante, ne fût-ce qu'au niveau justement de la population. Que pensent les jeunes de cette élection présidentielle et maintenant, que pensent le ministre des Jeunes lorsque nous parlons de cette élection présidentielle au Cameroun? Monsieur le ministre, ce canevas de travail vous arrange? Parfaitement, monsieur Parfait, ici. D'accord, merci bien. Alors, je pose la première préoccupation et comment pouvait-il en être autrement? Monsieur le ministre, il ne nous reste que 6 jours et nous allons célébrer la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Rendu à ces niveaux de préparatifs, quel est déjà le point que nous pouvons faire? Et maintenant, vous mettez cette 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun sous quel signe? Sous le signe du thème que le président de la République a prescrit, à savoir jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, la sécurité, la croissance économique et du processus démocratique. C'est sous ce thème que nous avons lancé officiellement la 11e de la jeunesse et la toute première édition du mois de la jeunesse à Dinao dans la région du sud-ouest.
Et nous pensons que depuis lors, les activités se déroulent sur l'ensemble du territoire national, conformément au programme national harmonisé, avec à la fois des activités innovantes comme le camp de la jeunesse qui s'ouvre ce matin, et comme la campagne d'éducation électorale pour les élections citoyennes et patriotiques qui s'est déployée déjà sur le terrain sous le lead du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, comme les Jeux de la citoyenneté, les Jeux nationaux de la citoyenneté dont les éliminatoires ont commencé depuis le lancement de cette onzaine, mais également et surtout les villages jeunesse qui sont organisés cette année sous forme de journées thématiques. Donc chaque journée a sa thématique et permet de mobiliser les acteurs, à la fois les partenaires de la jeunesse et les jeunes eux-mêmes autour de cette thématique. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est la journée de l'entrepreneuriat, jeunesse, des journées de portes ouvertes à la jeunesse. Donc je pense que les activités jusqu'à présent se déroulent bien, conformément au programme national harmonisé de cette célébration. Merci, Monsieur le ministre Pierre Blaireau-Yemec. Je vous passe la parole. Alors, Monsieur le ministre, déjà, je dois vous exprimer mon admiration sur la maîtrise du sujet. On a l'impression que par la suite, vos collaborateurs qui pourront vous succéder ici pour d'autres émissions pourraient être plus charriés par nous. Nous avons le sentiment que le ministre maîtrise bien son sujet. Mais on se demande, est-ce pas simplement la bonne maîtrise théorique? Les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils se reconnaissent en un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique? Soit dit en passant, il y a encore quelques années, leur ministère était couplé au ministère de sport et de l'éducation physique, comme si on ne leur donnait pas une place prépondérante. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes se reconnaissent en votre ministère? Monsieur le ministre. Je crois qu'il faut saluer la vision prospective et pionnière du président de la République qui a, je dois le dire, tôt fait de détacher la jeunesse du sport. Et vous vous souvenez que c'est dès 2004, avant même l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse, que le président Paul Biya a créé le ministère de la jeunesse. Et depuis lors, je pense que les politiques qui ont été développées répondent et adressent assez bien les préoccupations des jeunes. Malheureusement, il y a un déficit d'information de la jeunesse. Et ceci est dû à effectivement un manque d'éducation civique. Et c'est une fois de plus la raison pour laquelle en 2011, le chef de l'État a mis le ministère de la jeunesse avec l'éducation civique pour dire que cette éducation est importante si la jeunesse veut s'épanouir, veut être au courant, veut saisir les opportunités qui lui sont offertes par le gouvernement et ses partenaires. Et depuis, je pense que c'est ce que le gouvernement essaie de faire à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est essentiellement d'abord l'information. Est-ce que votre ministère communique suffisamment? C'est la raison pour laquelle, Blaireau, moi personnellement, je viens sur votre table ici parce que ce que vous faites, j'ai l'impression que vous n'avez pas assez d'outils de ce que nous avons développé. Et nous voulons vous outiller en tant que consultant, en tant que journaliste, en tant que leader d'opinion de ces outils. Parce que, vous savez, chaque fois que je reçois en audience une personne, elle est surprise de ce que le ministère fait, de ce que le président de la République a prévu dans sa politique nationale de la jeunesse. Malheureusement, ce n'est pas connu assez. Parce que, pourquoi? Parce que les jeunes qui sont la cible ont d'abord un blocage. La recherche de l'information, la culture de l'information. Et c'est ça qu'on veut débloquer
à travers le programme national d'éducation civique par le réarmement moral civil entrepreneurial. Quand vous avez vu entrepreneuriat à la fin, ce n'est pas nécessairement pour qu'ils créent l'entreprise, qu'ils aient l'esprit d'initiative, l'ouverture d'esprit nécessaire. Vous savez, le chef de l'État, encore une fois de plus, dans le système éducatif, a dit qu'on veut former un citoyen ancré dans sa culture, ouvert au monde. Ouais. Il faudrait donc qu'on mette en place des activités qui concourent à cet objectif. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ce Prodec Réamorce, qui est élaboré pour être mis en œuvre en milieu scolaire, en milieu universitaire, en milieu extrascolaire, c'est-à-dire l'éducation non formelle, en milieu socio-professionnel aussi, parce que nous devons réamorcer, y compris donc, comme j'ai dit, les acteurs, les travailleurs des administrations publiques et privées, et dans nos villages et quartiers, en éducation populaire. Parce que, comme vous le voyez, même les parents ont besoin d'être réamorcés. Parce qu'ils sont également bloqués, ils n'arrivent pas à bien orienter leur progéniture. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de la dénonciation. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Donc, il est important que toute la population camerounaise soit réamorcée, soit bien informée. Parce qu'un citoyen, c'est d'abord un citoyen bien informé de ses droits, de ses devoirs, mais aussi de ce que le gouvernement fait, hein, de ce que le monde est. Parce que si ce n'est pas cette ouverture, alors vous pouvez être facilement manipulé, vous pouvez être facilement bloqué dans vos réflexions. Donc, c'est ce travail que nous faisons. Ce n'est pas facile parce qu'il faut changer de mentalité. Et c'est pourquoi j'ai dit ce programme est élaboré sur le mindset education, notamment inspiré du modèle coréen. Donc, éducation au changement de mentalité. Nous avons commencé aujourd'hui en milieu scolaire. On peut dire qu'avec les ministères sectoriels, nous avons les formateurs, les grands formateurs, les formateurs. Aujourd'hui, on est en dissémination avec les outils guides pédagogiques qui permettraient que dans chaque établissement, il y ait, à travers les clubs d'éducation civique, à travers les différentes activités post- et périscolaires, que ce programme prenne. Que chaque enseignant puisse commencer sa leçon par une leçon de morale, comme vous la faites. C'est ce que nous appelons la minute du civisme. Nous souhaitons que dans chaque milieu, chaque rassemblement commence par une minute de civisme. Donc une leçon comme vous le faites ici. Donc c'est ça la minute de civisme. Et en milieu universitaire, aujourd'hui, il y a au moins 4 universités d'État qui sont également adopté ce programme avec nos collaborateurs. Les autres, les outils vont permettre d'être disséminés dans les autres universités et même les instituts privés. Dans le milieu socio-professionnel, nous avons commencé par les confédérations syndicales, les syndicats, pour après aller au niveau des délégués de personnel dans les différentes administrations publiques et privées. Nous nous réjouissons que les départements ministériels se sont déjà saisis en milieu professionnel de ces dossiers, avec par exemple les cérémonies de levée de couleurs et de descente de couleurs généralisées, suivies chaque fois de minutes de civisme, qui permet vraiment de disséminer ces programmes en milieu professionnel, à commencer par nos administrations. On a souvent vu de telles initiatives, elles se sont lancées en grande pompe et par la suite feu de paille. C'est un programme. Je pense que c'est l'évaluation. Je rappelle qu'avant de mettre en œuvre ce programme, nous avons évalué le premier programme qui a été lancé en 2015 avec la campagne nationale d'éducation civile et d'intégration nationale. C'est l'évaluation de ce programme qui nous a permis en 2022 donc, de lancer un autre programme, cette fois basé sur le réarmement moral civil entrepreneurial en changeant d'approche. En basant cela sur l'éducation au changement de mentalité, afin de toucher le plus grand nombre et de la bonne manière. Donc, c'est pour dire que c'est un processus de longue haleine aussi, parce que le processus de changement de comportement, vous le savez, ça ne peut pas s'évaluer en 5 années, en 5 années. Il faut une décennie, au moins, pour pouvoir l'évaluer.
Nous rappelons à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de nos frontières, de continuer à envoyer leurs questions et leurs préoccupations. Et Monsieur le ministre fera un effort d'y apporter une réponse. Monsieur le ministre, nous avons une préoccupation. C'est cette préoccupation qui concerne ce que j'appellerais ici les hautes instances décisionnelles. Que fait le ministère de la Jeunesse pour que la voix des jeunes soit entendue au niveau de ces instances décisionnelles du pays? Très bien, parfait. Ici, comme je l'ai dit, le ministère de la Jeunesse est chargé de la promotion de la jeunesse, de l'éducation, c'est la promotion de l'intégration nationale. Alors, l'un des grands volets des 3 programmes opérationnels du ministère de la Jeunesse, c'est la participation citoyenne de la jeunesse. Donc, comment aider effectivement cette jeunesse à participer à la prise de décision au grand chantier de construction nationale. Et c'est dans ce cadre que il vous souvient que dès la création du ministère de la Jeunesse en 2009, le président de la République a prescrit la mise en place du Conseil national de la jeunesse, ce qui était également une structure pionnière, comme je le disais. À l'époque, la charte africaine de la jeunesse venait juste d'être adoptée en 2006. Donc, depuis lors, le Conseil national de la jeunesse, qui a des démembrements à tous les niveaux, jusqu'au niveau des arrondissements, et cette structure de concertation, de plateforme d'interface entre le gouvernement, les partenaires au développement et les jeunes. Donc le Conseil national de la jeunesse est représenté dans tous les programmes et projets en faveur des jeunes. Et toutes les autres politiques publiques qui sont élaborées en faveur de la jeunesse requièrent la participation des leaders de ces jeunes, donc pour porter les préoccupations de la jeunesse. Ensuite, nous avons pensé avec, depuis 2017, je crois, avec les parlementaires du réseau Espérance Jeunesse, nous avons convenu de mettre en place le Parlement Jeunesse, qui fonctionnait jusqu'à l'an dernier avec les seuls députés, à l'image des 180 députés. Maintenant, nous avons les sénateurs. Nous avons le Sénat jeune, la Chambre haute également du Sénat, avec la décentralisation, avec la mise en place du Sénat. Donc, aujourd'hui, les jeunes sont à l'apprentissage de la démocratie parlementaire. C'est un programme de coaching. Ensuite, avec la décentralisation effective aujourd'hui, avec vous allez mettre sur pied les conseils régionaux, nous imaginons. C'est déjà mis en place. Oui. Nous avons aujourd'hui les conseils municipaux jeunes et les conseils régionaux jeunes. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, permettez. J'ai vu mon collègue parfait ici sourire et j'avais le même sourire en coin. Il y a un reproche, je ne sais pas s'il est fondé, qui est fait à ces structures, notamment le Conseil national de la jeunesse, l'organe chargé de créer le Parlement, l'organe parlementaire avec les députés jeunes. On dit, hein, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, que c'est une affaire d'amis, que ce sont les enfants de vos collaborateurs, des gens que vous connaissez, que ces jeunes, entre guillemets, pour certains qui ne sont même plus jeunes, mais que ces jeunes, si on peut leur affecter ce qualificatif, sont des jeunes que vous triez sur le volet et qu'ils doivent être dociles, je ne veux pas dire obséquieux. Vous savez, il n'y aura jamais de projet parfait. Vous comprenez? J'allais peut-être, je croyais vous allez dire qu'on a amené des étrangers au Cameroun. Ils sont peut-être des jeunes Camerounais au problème de la jeunesse. Non, je pense que c'est des jeunes Camerounais. Je rappelle que c'est des programmes éducatifs au même titre que dans un établissement. Je pense beaucoup de jeunes fréquentent différents établissements. Alors je dis, le Conseil national de la jeunesse, c'est apprendre à la jeunesse à participer à la prise de décision. D'accord? C'est des jeunes Camerounais. C'est un processus électif qui se commence dans les arrondissements jusqu'au niveau. Alors si vous, sous l'égide des autorités administratives, avec la participation des autres forces vives, alors si vous estimez que chacun met
seulement un des siens, c'est en tout cas les Camerounais qui sont à l'apprentissage, n'est-ce pas, de la gestion des affaires publiques. Oui, mais ensuite, les conseils... de remplacement patrimonial. Papa est sous-préfet, alors l'enfant... Je ne pense pas, parce que quand il y a quand même un comité ad hoc Blériot, je pense, et c'est ça le changement de mentalité, il faut qu'on apprenne aussi à être objectif, à défendre les positions. Si dans un comité, tout le monde s'arrange à essentiellement rentrer dans les familles, qu'est-ce que vous voulez? On va inventer un autre Camerounais? Non, c'est nous-mêmes qui devons prendre notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur ce changement de mentalité. Nous sommes tous coupables. Si on arrive à ça, à cette discussion, mais je ne pense pas que c'est le cas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fait aujourd'hui en matière, par exemple, de désignation des conseils municipaux jeunes, des conseils régionaux jeunes. J'ai participé, j'ai installé moi personnellement ces jeunes-là. Ils sont représentatifs de la configuration des villages et des régions. Monsieur Donc, le ministre, le plus important pour nous, c'est d'avoir une cohorte de jeunes, vous comprenez, qu'on réarme et on leur apprend la gestion, par exemple, des affaires locales, pour qu'ils s'imprègnent. C'est ça la transition intergénération dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, on critique, par exemple, la décentralisation, parce qu'il y a peut-être des maires qui sont arrivés comme ça, sans avoir appris ce que c'est qu'un conseil municipal, ce que c'est qu'un maire. La même chose au niveau des régions, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, la même chose au niveau du Parlement jeunesse. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont commencé par le Parlement jeunesse, qui sont des députés seniors. Et ils se comportent mieux, et ils maîtrisent les rouages de la démocratie parlementaire. Donc, c'est un apprentissage, et je pense qu'il est important, disons simplement qu'il y ait davantage de jeunes qui s'impliquent, qui cherchent à aspirer, et la compétition viendra. Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est l'information. Il y a des gens qui sont indifférents, les jeunes sont indifférents, il y en a qui ne sont même pas au courant qu'on était en train de faire les sélections. Pourtant, on a publié l'appel à candidature pour les parlements jeunesse. Mais, monsieur le ministre, ce que vous venez d'expliquer là est important. Vous avez insisté sur le volet apprentissage. Ces jeunes qui doivent apprendre comment on prend des décisions. C'est bien, mais je voudrais insister sur la préoccupation de Pierre Blériot. Est-ce que l'élection au Conseil national de la jeunesse est véritablement libre et transparente? Nous avons vu la dernière élection qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le gouvernement s'arrange à mettre à la tête de ce Conseil national de la jeunesse des jeunes qui sont soumis, des jeunes qui sont inféodés? Je vous explique. Et ça encore, c'est l'incivisme de notre jeunesse pour laquelle on est en train de faire ce programme d'éducation civique. Le Conseil national de la jeunesse, c'est l'association, la confédération, c'est l'organisation fêtière des associations et mouvements de jeunesse. Vous savez ce qui se passe? Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont dans aucune association, ce qui n'est pas normal. Parce qu'une association, c'est l'engagement d'un jeune dans une question de la société. Donc, nous voulons que ce soit des leaders d'associations qui entrent dans le Conseil national de la jeunesse. Donc les électeurs, ce ne sont pas les jeunes d'un arrondissement, c'est les jeunes leaders d'associations. Et donc dans un arrondissement, il peut arriver, et il y en a qui légalisent leur association la veille des élections. Et parfois une association qui n'a pas pion sur rue. Or, il y a un fichier des associations que le délégué d'arrondissement détient et mis à jour chaque année. Vous comprenez? Donc, si certains jeunes se sentent exclus parce qu'ils n'ont pas, ça veut dire que c'est des jeunes qui ne devraient même pas faire l'affaire du Conseil national de la jeunesse parce qu'il n'a aucun engagement civique dans une association pour une cause quelconque, parce qu'on crée une association pour défendre une cause de la société, de sa communauté. Donc, voilà la réalité. Donc, c'est un processus qui est mis en place de manière indirecte, je dirais comme ça, parce que c'est les délégués des arrondissements qui vont venir élire
le Conseil national au niveau départemental. Donc si vous n'avez pas été délégué par votre association, vous ne pouvez pas. Très bien. Donc c'est ça que le processus. C'est compris, monsieur le ministre. Permettez-nous de repartir du côté de la messagerie où il y a une pluie de messages. Allons au plus 49. Il s'agit, je pense, bien de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour perfecto, le Francis Nganou de la modération et mon guide suprême, monsieur Niemek. Longue vie à monsieur le ministre pour sa simplicité et pour l'amour de son prochain. Monsieur le ministre, nous avons un véritable problème pour nous de la diaspora, à savoir s'offrir un lopin de terre au pays. On est tout le temps arnaqué avec les multiples titres fonciers. Nous vous serons gré de prendre des mesures nécessaires pour encourager les jeunes de la diaspora à venir investir au pays. C'est Kingsley et depuis Berlin qui envoie ce message. Je suis écœuré que ça vienne de l'Allemagne. Et ça, c'est la preuve patente que les jeunes Camerounais sont déconnectés. Et ça, il faut vraiment le déplorer. Parce que l'Allemagne est le pays que j'ai visité avec une délégation ministérielle 3 fois. Nous sommes à Heilbronn 3 pour aller rencontrer la diaspora d'Europe en Allemagne, pour présenter les informations sur les opportunités gouvernementales, les mesures de facilitation mises en place par le gouvernement pour encourager la diaspora à rentrer et investir au pays. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes d'Allemagne qui mènent des activités. À l'heure actuelle, il y a un quartier de la diaspora au village, au sein du village de la jeunesse, ici, au musée national. Donc, 15 jeunes comme celui-là, malgré toutes les communications qu'on a faites à Heilbronn 1, Heilbronn 2, Heilbronn 3, et qu'ils ne soient pas au courant des mesures de facilitation, ça veut dire que c'est exactement le jeune qui mérite d'être réamorcé. C'est à dessein que la dernière rencontre, les jeunes de la diaspora ont effectivement demandé qu'on transpose le programme de réamorce aussi dans la diaspora, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui méritent d'être réamorcés. Merci. Autre préoccupation, bonjour parfait ici, à tout ton panel. Je salue tous les efforts que le ministère de la Jeunesse a investis pour essayer d'apporter des solutions aux préoccupations de la jeunesse. Mais je voudrais proposer au ministre de greffer ses actions au processus enseignement-apprentissage en relation avec les différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun, car vos actions seront mieux comprises par des apprenants et étudiants qui sont des meilleures cibles. Sengonobilois Pierre Ulrich depuis Oyomaban. C'est ce qui est fait. Autre préoccupation ce mercredi, parfait à ici. Là, je veux m'adresser au ministre. Excellence, moi, en tant que jeune qui n'a que 20 ans, je suis déjà financièrement et socialement stable. Le problème de la jeunesse actuellement est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas informés sur les nouvelles tendances. Ils ne sont pas compétents et ne veulent pas collaborer. Ils ne veulent pas croire en notre gouvernement. Ils ne cherchent pas à augmenter les compétences. Ils restent toujours statiques, ne veulent pas évoluer et attendre toujours tous, et ils veulent attendre toujours tous de l'État qui, on le sait déjà, ne fait rien pour nous encourager. Voilà un jeune bien réamorcé. Merci. On va l'utiliser comme père éducateur. Il vient d'avoir un job en direct. Bonjour parfait. Les associations chrétiennes des jeunes font-elles aussi partie des associations de la jeunesse du Minjek? C'est José depuis Douala qui envoie ce message. Que les associations chrétiennes font-elles aussi partie? Toutes les associations et mouvements de jeunesse font partie, n'est-ce pas, des associations. La preuve, c'est que lors des défilés du 11 février prochain, il y aura effectivement les différentes jeunesses confessionnelles. Monsieur le ministre, il y a un téléspectateur qui pense ici que le Conseil national de la jeunesse est simplement une émanation de l'OJRDPC. C'est son opinion, mais est-ce qu'il connaît les textes? Demandez-lui s'il connaît au moins les textes du Conseil national. Parce que les gens critiquent
des éléments dont il ne maîtrise pas. S'il me citait un seul élément du texte du Conseil national de la jeunesse, je le comprendrais et je suis sûr qu'il critique comme ça par des a priori. Cherchez l'information, c'est des textes. Vous êtes créé votre association, adhérez, c'est même gratuit. Enregistrez-vous simplement dans le fichier de votre arrondissement et participez aux activités de ce conseil. Et peut-être vous allez prendre la tête pour mieux donc le redynamiser. C'est tout. Bonjour, parfait. Ici, j'ai une question pour Monsieur le ministre. Excellence, que faites-vous des majors au baccalauréat de chaque année? Ces brillants enfants qui ont eu des mentions excellentes, comment vous les encadrez, vu qu'on n'entend jamais parler d'eux? Si, je pense que les ministères en charge des enseignements secondaires, je rappelle que je suis un ancien secrétaire d'État aux enseignements secondaires et qu'il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui sont prises pour les majors, notamment avec des partenaires qui donnent des bourses et beaucoup d'appui. Donc là encore, je pense que c'est une question de mal-information. Donc il faut qu'ils recherchent au niveau des ministères des enseignements secondaires ce qui est fait. Mais en tout cas, nous, ce qui nous concerne en tant que ministère de la Jeunesse chargé de l'accompagnement extrascolaire, lors des activités, par exemple, de la fête de la jeunesse, vous savez qu'il y a une activité qui s'appelle la soirée de l'excellence jeunesse, qui vise à donner des awards aux meilleurs, dont les majors de ces examens officiels. Donc là encore, je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour encourager l'excellence. Monsieur le ministre, nous sommes mercredi. Dans le cadre de ce programme, la journée de mercredi est toujours consacrée à la diaspora. Je vais donc vous poser une préoccupation en préparant ce programme. Je me suis quand même rendu compte que vous êtes de plus en plus présent du côté de la diaspora. C'est une simple prescription du chef de l'État? Bon, ce n'est pas une simple prescription, c'est une très haute prescription qui a été suivie des faits, parce que vous vous rappelez que le chef de l'État a, dans ses différents discours à la jeunesse, invité la diaspora à revenir investir au pays, à venir construire ce pays. Et depuis lors, le gouvernement dans son ensemble, et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile en particulier, s'est saisi du problème. Je rappelle que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile avec le ministère des Relations extérieures sont les deux ministères qui ont une structure chargée de la diaspora. Le ministère de la Jeunesse a un service de la diaspora qui dépend de la sous-direction de l'intégration nationale, de la direction de l'éducation civique et d'intégration nationale. C'est pour vous dire que le chef de l'État, en créant ce ministère, avait déjà pensé à l'intégration de la diaspora dans les chantiers de développement national. Et c'est suivant cette mission que nous avons donc développé le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, le Paris Jeudi, qui déploie donc ses actions dans la diaspora. D'abord pour informer la diaspora des opportunités et des facilitations mises en place en sa faveur. Ensuite, la mobiliser et l'accompagner dans leurs projets au terroir. C'est ça. Et depuis lors, je pense que ceux qui se sont saisis de cette opportunité-là mènent beaucoup d'activités au terroir. Je dis au moment où nous lançons le premier mois de la jeunesse, c'est la diaspora qui a demandé à ce que d'étendre la onzaine de la jeunesse au mois de la jeunesse pour que tout le mois de février soit dédié à la jeunesse pour leur permettre de venir, chacun en fonction de son calendrier, de venir mener une activité ici au pays accompagné par le gouvernement. Donc c'est pour dire que depuis lors, en rapport avec le ministère des Relations extérieures, nous essayons d'accompagner cette diaspora-là dans les chantiers de construction nationale, comme l'a prescrit le président de la République. Oui, monsieur le ministre, c'est si bien dit, hein, mais quand on interroge les gens de la diaspora, les Camerounais de la diaspora, ils font face à deux principaux écueils. Le premier, vous pouvez l'imaginer, celui de la double nationalité, l'interdiction ou la non-acceptation de la double nationalité au Cameroun. Et vous savez
comment cette nationalité qu'ils recherchent leur ouvre des facilités. Un ministre, quel qu'il soit, peut intervenir dans le secteur qui est le sien et impacter, n'est-ce pas, un changement. Est-ce que vous avez déjà suggéré au chef de l'État qui fait de si bonnes choses pour la diaspora de lever ce verrou qui commence à être inutile? Mais à côté de ça, avec votre collègue des relations extérieures, beaucoup de pays, c'est vrai, il y a les pays communs, la France, et Angleterre, Allemagne, mais beaucoup d'autres pays n'ont pas de représentation diplomatique du Cameroun. Et nos jeunes qui y vivent subissent un certain martyre de rester dans ces conditions-là. Alors, pour la première question, vous savez comment j'ai résolu ça lors de la première rencontre Elbron 1? Je serais heureux de savoir. Alors, j'ai posé la question aux diasporiens qui étaient dans la salle parce que je leur ai dit, je sais que la première question que vous allez me poser, c'est la question de la double nationalité, mais je vous la pose avant. Si dans la salle où nous étions, on était plus de 200 Camerounais, je leur pose la question, si dans la salle, il y a un seul Camerounais qui est venu au pays ici, on lui a dit qu'il n'est pas Camerounais. C'est-à-dire son frère lui a dit, non, tu n'es pas Camerounais. Non, ben, attends, la deuxième chose, je leur ai dit dans la salle, si c'est que à l'entrée, je postais quelqu'un pour dire qu'il n'y a que les Camerounais qui entrent dans la salle, la moitié devrait être dehors. C'est question de dire. Et la troisième chose, je leur ai dit, tous les avions à destination du Cameroun sont pleins des étrangers qui viennent faire des affaires au Cameroun. Alors, si les étrangers réussissent dans leurs affaires au Cameroun, combien de fois un Camerounais d'origine? Et je dis, la source de problème de la double nationalité, c'est vous, les gens de la diaspora, vous-même. Qui vous avez encore, ça c'est une question de mentalité, qui vous êtes mis dans la tête que vous êtes des benguistes. Il faudrait que quand vous arrivez dans votre pays, vous démontriez aux autres Camerounais que vous êtes autre chose que ce que vous êtes réellement. Vous les encouragez à vivre dans le formel ou dans les tricheries? En brandissant votre passeport pour montrer que vous êtes autre chose que vous n'êtes pas Camerounais. Alors, à ce moment, vous créez vous-même le sentiment d'étranger. Alors, pour le reste, mener des affaires ici, si des étrangers réussissent dans leurs affaires, développent, mènent des activités, combien de fois un Camerounais d'origine, est-ce que son frère l'a rejeté? Mais ce ne serait pas plus facile que de lever vous savez, la question, je vous dis, le gouvernement, depuis lors, et le président de la République lui-même a répondu à cette question lors de sa visite en France. Mais je pense qu'il faut que le comportement, vous savez, un père, dans nos traditions, toi qui es ancré dans notre culture, quand un enfant veut quelque chose de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte très bien. S'il se comporte mal, le père ne lui donne pas le nécessaire. Ça veut dire qu'il commence à douter de l'enfant. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le reconnaisse. Même si les jeunes, il y a une diaspora positive. Il y a une diaspora positive que le gouvernement... Moi, je ne pense pas que le chef de l'État soit un père. Hein. Moi, je pense pas que je pense que, vous savez, tous les textes de la République se prennent suivant des contextes. Si on avait pris ce texte à un moment donné, répondait à un contexte qui est dépassé, vous pouvez mais il faudrait donc qu'on crée l'environnement. Et cet environnement qui le crée, c'est cette diaspora qui doit créer cet environnement. Vous comprenez? Et je dis, même s'il y a une diaspora positive, celle que le gouvernement accompagne aujourd'hui, il y a une partie qui mérite d'être réamorcée. Et c'est le travail que nous faisons pour que l'environnement, oui, pour rassurer. Comment savoir qu'ici, c'est une diaspora positive et à côté, c'est une diaspora négative? Non, il y a des critères. On ne discrimine pas. On dit, il faut participer, vous comprenez? Ce pays, la preuve, c'est que ceux qui, parfois, dénient leur pays, à un dernier moment, à un moment donné, se rendent compte qu'on n'a qu'un seul pays. Ce n'est pas le papier obtenu. À la fin, il rentre dans le sentiment d'être Camerounais. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous appelons aujourd'hui
les migrations citoyennes et patriotiques. Il faut que les gens se disent qu'ils sont partis, certes, à la recherche de la connaissance, à la recherche des ressources, etc. Mais le pays, c'est leur pays. Et pour les représentations diplomatiques, pour les représentations dans beaucoup de pays. Hein. Oui, je pense que... Le Cameroun n'en a pas beaucoup. Je pense que vous suivez également l'actualité où de temps en temps le chef de l'État crée d'autres missions diplomatiques pour couvrir ou donne des compétences aux missions diplomatiques qui existent. Et ça, peut-être les jeunes ne le savent pas. Ça, c'est encore question d'information. Parce que rares sont les jeunes de la diaspora qui partent dans un pays sans savoir ce pays est couvert par quelle mission diplomatique. Et aujourd'hui, avec les TIC, Monsieur le ministre, le jeune part de l'autre côté parce qu'il cherche il doit se renseigner. Nous sommes là pour l'accompagner. Est-ce que son projet, c'est d'abord de savoir s'il y a une mission diplomatique de ce côté? C'est important. C'est ça la bonne information. On prépare, monsieur Aïzi, on ne part pas en voyage sans préparer son sac de voyage. Ils n'ont pas souvent le temps, même la possibilité, monsieur le ministre. Il faut qu'ils aient le temps. C'est ça qu'on leur apprend. Il faut qu'ils aient le temps. Quand on part en voyage, même pour aller au marché, on prépare ses bagages pour le marché. Très bien. C'est très important. C'est cette culture-là que nous voulons que les jeunes aient. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné avec pour invité spécial ce matin le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Une autre touche pause s'impose. Bon retour sur ce plateau et c'est parti pour la deuxième justement tranche de ce programme à caractère spécial. Une deuxième partie où nous mettrons une touche toute particulière pour évoquer les problèmes ayant trait au chômage des jeunes au Cameroun. Monsieur le ministre, nous vous avons vu faire le tour pratiquement du Cameroun. Je présume donc que vous avez été au contact de ces nombreux jeunes qui vivent dans une espèce de précarité et qui ne dit pas son nom. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes du supérieur, nantis d'une licence, d'un master et que sais-je encore, mais qui sont sur des motos. Ils sont devenus des mototaximens. Que fait le gouvernement de manière concrète pour que nous quittions de ce genre d'image? Vous savez, parfait Aïssi, la question du chômage, le chef de l'État lui-même l'a qualifié de cancer social. Et cette question n'est pas propre au Cameroun. C'est une situation aujourd'hui que vivent la plupart des pays en voie de développement et même des pays développés. Alors la réponse, elle est structurelle et elle est donnée. Mais je pense qu'elle tarde à se mettre en place parce qu'effectivement, il y a une question de responsabilité, une fois de plus, de mentalité aussi. Parce que vous-même, vous avez commencé par dire quelque chose que je qualifie de stigmatisant. Est-ce mauvais de faire le mototaxi? Oui, monsieur le ministre. Non. Oui, c'est très mauvais. Je vais vous dire, c'est ça le... Voilà, c'est la raison. Je vais vous dire, c'est ça la problématique. Parce que vous pensez que quand vous envoyez vos enfants à l'école, c'est pour aller dans les bureaux. C'est pour devenir mototaxi. Si vous voulez la moto, il pouvait commencer plus tôt, monsieur le ministre. Là, il aurait bien maîtrisé. C'était à vous de l'orienter. C'est ça la responsabilité. Sur la moto, monsieur le ministre. C'est ça la responsabilité des parents. Aujourd'hui, les jeunes que nous recevons sont révoltés contre les parents, contre la société, contre l'État. Pourquoi? Parce qu'on l'a berné. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas su l'éduquer. Un parent doit savoir que, comme le faisaient nos sociétés traditionnelles, élever l'enfant, c'est le préparer à s'insérer dans la société. S'insérer, c'est fonder une famille, avoir à manger et préparer l'avenir de ses enfants, avoir un toit, etc. Vous comprenez? C'est cette éducation-là qui part de la famille à l'école et l'État crée les conditions nécessaires. Et si l'enfant n'est pas préparé et vous lui dites, faites l'école, sans savoir, sans lui dire ce que vous voulez qu'il soit, sans savoir quel est le projet professionnel que vous voulez qu'il fasse et l'encourager là-dedans. Alors, quand il finit au niveau master en sociologie, et il se disait que le père était en train de lui préparer quelque chose,
Il se dit, l'État était en train de lui préparer quelque chose et vous lui dites maintenant, de tout ça, il n'y a rien. Vous voulez faire comprendre de manière subtile que les filières comme la sociologie sont à mettre de côté. C'est pour dire que si vous voulez qu'il fasse sociologie, il faut que dès le départ, il soit préparé pour dire, à la fin, il va créer un cabinet, par exemple, de sociologie. Devenir un psychologue Parce que c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle le programme REAMORCE, le programme national d'éducation, c'est pas le réarmement moral, civil, entrepreneurial, vise à la fois à réarmer les parents, la société et le jeune lui-même pour dire on se prépare pour un objectif donné. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, c'est l'orientation, elle est claire, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie sur 10, il faut qu'il y ait au moins 50% qui crée de la richesse pour pouvoir employer d'autres. Et pour cela, il faudrait que dès le départ, on inculque l'esprit d'initiative chez le jeune. Dès le départ. Pour lui permettre, même s'il doit être employé, il sait maintenant comment faire gagner l'argent à son patron. Parce que ça, c'est important. Oui, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, l'approche qui consiste à dire qu'il y a des sauts métiers n'est pas bonne. L'approche, c'est de dire il faudrait que les gens s'insèrent durablement dans un travail décent. Et faire, par exemple, de mototaxi qui est un besoin. Je rappelle qu'en entrepreneuriat, tout besoin, c'est un business. Monsieur le ministre, alors, si est-ce qu'on construit un pays avec des mototaximens? Je vais vous dire, aujourd'hui, on a développé un programme qu'on appelle mototaxi service pour enlever effectivement cette stigmatisation de croire que les mototaximens sont des faire-valoir. Monsieur le ministre. Parce qu'ils offrent un service, les mototaxis. Vous avez créé, alors, le gouvernement, vous avez créé ce besoin. Laissez-moi. Vous et moi avons vécu. Laissez-moi développer. Oui, vous allez développer, monsieur le ministre. Ouais. Vous et moi avons vécu certainement à Yaoundé il y a une vingtaine d'années. Yaoundé n'avait pas changé, il n'y avait pas de moto à Yaoundé. Vous avez créé ce besoin pour que les jeunes aillent s'engouffrer là-dedans. Qui a besoin? Qui a créé? Vous, le gouvernement. C'est vous qui avez créé le besoin. Le gouvernement. C'est-à-dire que voilà encore un autre. La circulation n'est pas bonne. Voilà un autre acte incivique, vous comprenez? Oui, lequel? Qui est la déresponsabilisation. Vous savez, l'incivisme, c'est de ne pas connaître donc j'ai besoin de la notion. J'ai aussi besoin de oui, je suis là aussi pour vous réamorcer. Oui, tout à fait. Je suis là pour vous réamorcer parce que la notion aujourd'hui qui crée le problème au Cameroun, c'est que tout le monde croit qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle l'État, le gouvernement, qui doit faire des choses à sa place. Non. Vous avez des responsabilités, je ne les ai pas. Oui, mais le gouvernement, dans tout le pays, le gouvernement, il est l'émanation de l'État. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Non, c'est vous l'État, c'est pas moi. Ah non. C'est pas moi. L'État, si, vous savez, tout citoyen, c'est le citoyen de la nation. Vous comprenez? Une nation, chacun a des responsabilités. Vous comprenez? Et en matière de civisme, il y a chacun, un citoyen, ne doit pas attendre de l'État. Il y a des choses... construire des routes. Vous-même, si vous voyez un trou dans la route devant votre concession, vous versez la terre. Vous avez essayé de le faire. Madame le maire a dit que ce n'est pas les citoyens qui le font. Je vous prends simplement là. On m'a dit que non, les citoyens ne le font pas. Oui, mais parce que vous l'avez fait en prenant la mauvaise procédure. Il me fallait je voulais faire. Parce que vous devez être informé sur la procédure. Un bon citoyen, c'est celui qui est informé sur toutes les règles qui gouvernent la nation. Il faut un procédure pour savoir comment faire un trou en route. Comment on fait? On saisit la mairie pour dire j'ai une bonne intention. Parce que c'est écrit, tout ça est écrit, l'administration est écrite, vous comprenez. Malheureusement, on ne lit pas. C'est-à-dire on ne connaît pas les lois et règlements qui gouvernent le pays. C'est ça l'incivisme aujourd'hui. C'est ça qui fait que chacun est en colère de son côté, croyant qu'il a raison et que c'est les autres qui doivent le faire. Oh, il a une responsabilité là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on se dise que le gouvernement, c'est l'émanation du peuple. Vous comprenez? Et cette politique qu'il développe, il ne la développe pas seul. C'est des politiques en matière de jeunesse. Nous sommes en train de réviser la politique nationale de la jeunesse. On a consulté tous les acteurs, les jeunes eux-mêmes, les partenaires. Donc chacun dit ce qu'il y a lieu de faire pour répondre aux préoccupations de la société. Et donc en se déresponsabilisant, en étant
indifférent, parce que c'est ça l'indifférent. C'est ça qui avait que, vous savez, je sors de lancement de la fête de la jeunesse dans le sud-ouest, où je devais inaugurer un centre multifonctionnel de promotion des jeunes en marge de ce lancement. Ce centre était dans la broussaille sale, mais les gens se sont mobilisés, sont venus s'asseoir pour que le ministre vienne inaugurer ce centre. Alors qu'il aurait suffi simplement un petit acte de volontariat, de citoyenneté. Tout devrait être propre et on l'aurait fait dans de bonnes conditions. J'ai refusé de l'inaugurer. J'ai dit, est-ce qu'il y a des volontaires qui peuvent mettre la propriété sur ce bâtiment? Les jeunes médiateurs communautaires, les leaders du conseil national se sont mobilisés en une journée. En une journée, parce que je leur ai dit, je reviens inaugurer ça le dimanche. Le samedi, ils ont repeint le bâtiment, etc. Parce que je leur ai dit, l'argent qui était prévu pour les locations de tentes, mais c'est ça qui les a motivés, monsieur le ministre. Non, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Non, ils ont travaillé volontairement. Ça, je vous dis, ils ont travaillé volontairement. J'ai dit simplement que le volontaire, c'est quoi? Le volontaire, c'est qu'on le motive, on lui donne les moyens pour travailler. Il doit manger. Ouais. Voilà. Donc j'ai dit la nourriture, le repas qui était préparé pour les invités et tout ça, qu'on donne ça aux volontaires pour qu'ils aient la journée, pour avoir l'énergie pour travailler. Merci, monsieur le ministre. Ça a été fait. C'est cet engagement civique que nous souhaitons de tous. Chacun dans son environnement doit dire il fait quelque chose pour sa communauté. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble, environ 30 minutes. Monsieur le ministre, je voudrais que nous puissions aborder un sujet hautement important. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes actions que le président de la République a posées à l'endroit des jeunes en mettant sur pied ce que l'on appelle au Cameroun le plan triennal jeune, avec un peu plus de 100 milliards. Il se trouve malheureusement, selon une certaine opinion, que la gestion qui a été faite de cet argent et même de cette initiative laisse à désirer. C'est excessif, ou alors, comme vous avez l'habitude de le relever sur ce plateau, les gens sont mal informés, nous ne maîtrisons pas les procédures et du coup, les gens se lancent à d'autres opinions. Plan triennal jeune, le ministre peut-il faire le point? Merci. Vous-même, vous avez répondu à la question et je crois que je devrais m'arrêter là. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Ça devient facile. Aujourd'hui, non, ce que je veux vous dire, c'est que si vous prenez 10 personnes, chacun a sa vision de ce plan triennal spécial jeune. Sauf ce qui est dans ce plan triennal spécial jeune. Vous comprenez? Qu'est-ce qui y est? Voilà. Donc, le plan triennal spécial jeune, ce n'est pas 102 milliards qui étaient quelque part et chaque jeune devrait venir prendre sa part. Parce que c'est ça qui est resté dans les séries des jeunes. Non. Le chef de l'État a prescrit le plan triennal pour la facilitation et l'accélération de l'insertion socio-économique. Les mots ont leur sens. D'accord? Et c'était pour répondre à un contexte, problème d'information. Parce que les jeunes, ils venaient en 2016, il préparait ce septennat de grandes opportunités pour la jeunesse. Donc il fallait que cette jeunesse soit informée des opportunités en sa faveur. Et c'est là où le premier axe de ce plan entraîné était la mise en place de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est l'information pour les jeunes et sur les jeunes. Parce que ça aussi, pour intervenir sur la jeunesse, il faut qu'on ait les informations sur la jeunesse. Donc cet observatoire qui a été donc mis en place dans tous les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. C'est pourquoi il était envisagé la construction de ces centres, une centaine. Parce que sur les 434, il fallait les doter d'infrastructures. Ensuite, comme les jeunes sont aujourd'hui une jeunesse androïde, comme il l'a dit, il fallait aller les trouver où ils sont, c'est-à-dire sur la toile. Donc développer une plateforme, c'est ce que j'ai appelé la plateforme www.ongcameroun.cm, où à la fois le jeune peut aller, le partenaire peut aller s'enregistrer, tous ceux qui ont quelque chose à offrir pour la jeunesse, etc., avec des data centers, un siège et tout, pour
que toute la en fait, la plateforme soit optimale. Ensuite, développer un outil important de valorisation du statut de la jeunesse. C'est toujours sur ces 102 milliards. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le plan avait 3 axes. Oui. Le premier axe, c'est ça, parce que si vous mettez l'argent à la disposition de cette jeunesse... Alors, le chef d'État a mis l'argent à la disposition plutôt du ministre pour développer un programme. Oui. Un programme. Ça encore, c'est de l'incivisme. Parce que non, je vais vous dire... Nous allons échanger. Non, parce que, non, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a jamais l'argent ne se met pas à la disposition de quelqu'un. Vous comprenez? Parce que le fonctionnement de l'État, oui, parce qu'on doit savoir, vous devez savoir comment, le fait de savoir comment le gouvernement, l'argent de l'État, c'est un budget. Est-ce que vous comprenez? Ce budget-là, la caisse est unique pour l'État. Vous comprenez? Toutes les recettes, tous les revenus sont dans le trésor public, d'accord? Et chaque ministère a des programmes. Alors, si le chef de l'État prescrit un programme comme celui-là qui a un budget, ce budget est aux finances, est au trésor. D'accord? Et c'est en fonction des besoins, des axes dont je vous parle là, que l'argent est débloqué en fonction de... L'axe 1, c'était l'observatoire. Pour faire vite, je vous dis, il y avait la carte des jeunes biométriques dont je parlais là, qui doit permettre aux jeunes d'accéder à des services sociaux de base, à des coûts préférentiels, et en même temps permettre que les jeunes se valorisent et tout et tout. Vous comprenez? Ce axe-là avait un volet. Le deuxième axe, c'était de dire l'insertion, notamment l'entrepreneuriat jeunesse, est est une préoccupation majeure, puisque l'Observatoire enregistrait déjà, sur les jeunes enregistrés, 53% cherchaient des financements. Vous comprenez? Oui, donc, l'axe était donc renforcer les programmes pour l'insertion socio-économique de la jeunesse. Et c'est là où les financements devraient être orientés. Et le troisième axe, comme j'ai dit, c'est le développement des infrastructures d'accompagnement de proximité des jeunes, notamment les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Donc, le volet donc financement. Le deuxième axe qui intéresse vraiment les jeunes. Voilà, qui est donc... Alors, là encore, les jeunes ont cru que c'est de l'argent qu'on allait leur donner. Et ça, c'est de civisme. Toujours. Parce que, oui, parce qu'ils ne cherchent pas à savoir comment on fait pour accéder à cet argent. Qui devait leur dire? Mais c'est nous, et c'est ce qu'on a dit. Est-ce que vous l'avez fait? Mais la plateforme qu'on a créée à l'Observatoire, il suffit d'aller là-bas. Il suffit d'aller dans un centre multifonctionnel de promotion des jeunes. Le mécanisme qui est mis en place, c'est que tout jeune s'enregistre. Vous voyez déjà le nombre de jeunes qui sont exclus, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas alphabétisés, il y en a qui... Ah, non, oui. Je vous dis qu'il y a des maisons des jeunes et des foyers des jeunes qui sont dans les villages. On a mis en place des équipes mobiles d'animation populaire, urbaine et rurale pour aller des caravanes, les médiateurs. Ils sont allés dans tous les villages du Cameroun, monsieur le ministre. Ils sillonnent dans chaque village aujourd'hui, il y a au moins un médiateur communautaire. Donc la mission, moi, je vais chercher celui de mon village, monsieur le ministre. Ah mais oui, ça je préfère. Et si dans votre village, il n'y a pas un médiateur communautaire au plus, ça veut dire que vous êtes encore vu. Vous êtes incivique, ça veut dire qu'il y a un village finalement. Oui, parce que personne n'a accepté s'engager, se mettre au service de sa communauté. Manque d'informations, monsieur le ministre. Ben non. Je vous dis encore une fois de plus que le ministère a été créé par le président là, depuis 2004. Et depuis lors, des outils ont été mis en place pour au moins l'information des jeunes. Alors, je vais poser une autre question. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Les jeunes veulent... Mais je décris d'abord le mécanisme, s'il te plaît. Je pensais qu'on avait presque tout dit concernant le mécanisme, c'est qu'il faut s'enregistrer à la plateforme l'Observatoire, donc dans un CMPJ ou à la plateforme. Ensuite, on passe le réarmement moral civil entrepreneur, parce que c'est la condition. C'est par le réarmement qu'on sait que le jeune a été un bon risque. Que le jeune là ne va pas prendre l'argent de l'agriculture pour aller acheter le moto-taxi alors que... Donc, si ceux qui armes eux-mêmes sont déjà qualifiés de bons, quoi. Leurs pères éducateurs eux-mêmes ont été identifiés comme étant de personnes... C'est le formateur de formateurs. Vous êtes même un bon coach. Je pense qu'on peut même vous affecter une cohorte. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On utilise les gens éclairés qui savent exactement ouvrir l'esprit du jeune.
et détecter les motivations, le motiver davantage, lui inculquer ce fighting spirit pour qu'il réussisse dans son projet. Mais, monsieur le ministre, le Camerounais, comme nous l'appelons. C'est après ça qu'on peut donc commencer à élaborer un business plan. Ensuite, l'argent est aux finances, est viré à la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome d'amortissement dans les banques. C'est long, hein, monsieur le ministre. C'est pas question de long, c'est le virement. C'est même et au Cameroun, lorsque ça commence à être aussi long, c'est inquiétant. Non, c'est la traçabilité. Vous dites que l'argent part du ministère des Trésors. Vous savez, vous avez un la chaîne de l'argent. Voilà. L'argent part du Trésor oui. pour la caisse autonome d'amortissement. D'accord? La caisse autonome d'amortissement dans les institutions financières partenaires du programme, c'est-à-dire les établissements microfinance ou des banques pour que ça trouve le jeune là où il est, les microfinances, d'accord? Du village ou de l'arrondissement. Et quand c'est là, c'est donc le jeune ouvre donc son compte là, vous comprenez? Et l'argent est viré en fonction donc des business plans du jeune, du plan de décaissement, vous comprenez? Monsieur le je rappelle que monsieur le ministre, je voudrais que nous soyons concrets. Vraiment, les jeunes nous regardent. Excusez-nous de vous acculer sur ce point bien précis du plan triennal jeune. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Ça continue d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre de salive. Première préoccupation. Pour l'instant, est-ce qu'il y a encore de l'argent concernant ce plan triennal jeune? Et si jamais il y en a encore, il reste combien dans la caisse, dans la cagnotte? Mauvaise question. C'est toujours l'incivisme. Oui, parce que vous savez, le budget de l'État, c'est une prévision, vous comprenez. Le plan triennal, je veux vous dire, le contexte n'a pas permis qu'il s'exécute en 3 ans. Vous comprenez? Vous connaissez le contexte. Quand il le prescrit en 2016, la fin de l'année, c'est la crise des régions du Nord-Ouest qui se déclare après Boko Haram qui était déjà là et pour lequel le plan a été prescrit pour résoudre d'ailleurs cette question de vulnérabilité de la jeunesse. Vous comprenez? Donc, le contexte de crise n'a pas permis l'exécution en 3 ans. On l'a donc glissé, vous comprenez, pour permettre que le maximum de jeunes qui sont enrôlés, je rappelle qu'il y a 1 150 000 jeunes qui sont enregistrés à la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, qui souhaitent bénéficier de ce programme. D'accord? Voilà. Donc chaque année, l'État, en fonction des contraintes comme vous le connaissez, essaie de planifier, de programmer un montant du budget dans la loi de finances. Et c'est donc ce budget-là qu'on exécute. Donc, dire maintenant combien reste dans la cagnotte, c'est trop caricaturé. Parce que c'est comme s'il y avait... Si on comprend bien ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai peur que les jeunes qui nous regardent ce matin essaient de se dire que le président les a roulés. Parce que le président ne peut pas prendre... ne peut pas dire, lors d'un discours aussi solennel, qu'il vient de mettre à la disposition de la jeunesse 102 milliards au titre d'un plan triennal jeune, et qu'on venait maintenant sur un plateau de télévision nous dire que c'est une mauvaise question, et que maintenant, en fonction du budget, on essaiera de voir au niveau des priorités gouvernementales, ainsi de suite. Cela signifie que le président de la République a menti, c'est ça? Le président de la République prescrit. D'ailleurs, dans son discours, il a dit qu'il a prescrit au gouvernement. Et c'est le gouvernement de rendre ça concret. D'accord? Et je vous dis, ça peut donc le contexte dans lequel... et c'est ça, les jeunes sont conscients, hein, parce que cette crise, les jeunes sont à la fois acteurs, hein, et victimes, vous savez ça. Ces crises, c'est les jeunes qui sont acteurs, qui ont déclenché cette crise. Aujourd'hui, ils sont victimes parce que ces ressources que le chef de l'État a prescrites ne peuvent malheureusement pas être disponibles. Parce qu'il faut aller éteindre d'abord le feu allumé. Et ça, nous leur disons ça en toute franchise. Et je pense que les leaders qui participent aux différentes rencontres le connaissent. Et c'est pourquoi beaucoup se sont d'ailleurs engagés à aller éteindre ces feux. Il y en a beaucoup qui sont dans la promotion de la paix, dans la sensibilisation pour que leurs pères déposent les armes. Vous comprenez? Donc, parce qu'ils sont conscients que si la paix revient, plus de ressources vont être mises à la disposition comme le chef de l'État l'a prescrit. Mais sinon, une bonne partie des ressources sont malheureusement orientées vers les priorités
de rétablissement de la sécurité. C'est ce que moi je voulais vous dire. Donc, le gouvernement a été confronté à l'exécution de ce programme, mais le chef de l'État l'a maintenu. C'est la raison pour laquelle il est allé au-delà de 3 ans, parce qu'il a envie de satisfaire ces nombreux jeunes qui aspirent à bénéficier de cet important plan. Oui, monsieur le ministre, dans mes recherches, j'ai retrouvé le Conseil national de l'éducation populaire, CONEP. Vous en avez certainement conscience, ou connaissance certainement. Comment ça fonctionne pratiquement? Alors, le Conseil national de l'éducation populaire, c'est le maillon qui manquait en fait à la chaîne de l'encadrement des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Parce qu'il a existé par le passé ce qu'on appelait le CONAGEP, le Conseil national de l'éducation de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, quand le Conseil national a été mis en place conformément à la charte africaine de la jeunesse et tout ça, il manquait un maillon pour mieux maîtriser ces associations qui permettent en réalité, comme je vous ai dit, l'engagement civique de la jeunesse pour, dans des chantiers de développement national, notamment à travers le volontariat. Parce que c'est à travers là que les jeunes à la fois apprennent ce qu'ils n'ont pas pu apprendre à l'école ou performent, n'est-ce pas, mettre de leur énergie dans la résolution des problèmes de société. Voilà. Donc, l'éducation populaire, jusqu'à présent, n'était pas organisée comme les associations de jeunesse. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, on a donc créé ce conseil. Est-ce qu'il ne sera pas aussi confisqué le moment venu? Moi, demandez aux jeunes eux-mêmes qui l'ont mis en place, ou les associations, parce qu'une fois de plus, il faut voir les textes. C'est pourquoi il faut aller toujours dans les textes. Les textes existent, vous comprenez. La bonne question, c'est est-ce que les textes sont respectés ou pas? Vous voyez? Parce que là encore, c'est organisé sous forme de fédération. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens de l'éducation populaire, chacun qui se dit je suis de l'éducation. Non, c'est les leaders des associations d'éducation populaire qui se mettent donc en réseau au niveau de l'arrondissement, ensuite au niveau des fédérations, au réseau départemental et fédération régionale. Et puis maintenant, il y a un conseil national. Là encore, c'est des élections par délégué. Donc ça, c'est le texte. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des délégués qui se plaignent que le processus a été entaché dans la mise en place de cet organe? Voilà la bonne question. Pour celui-là, on me dit encore qu'il est crédible. Hein. Et je crois que les autres organes gagneraient à nous donner l'idée de plus de crédibilité. Moi, je pense que tous les organes sont crédibles. Une fois de plus, vous savez, les jeunes, c'est l'apprentissage de la démocratie. J'ai eu des requêtes au niveau, par exemple, du Conseil national de la jeunesse. Quelqu'un, dont est-ce que les parents enseignent bien la démocratie aux jeunes? Qui ne remplit pas les... Parce que c'est pourquoi il est temps d'apprendre aux jeunes pour que... Mais commençons déjà même par enseigner la démocratie aux parents eux-mêmes. C'est ce qu'on leur fait, mais on fait maintenant, c'est notre mission d'apprendre aux jeunes pour que les erreurs, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous rencontrons aujourd'hui. C'est ça l'anticipation. Monsieur le ministre, au sortir de votre passage devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous avez annoncé le recrutement de 20 000 volontaires. De quoi s'agit-il et comment cela pourrait se passer? Oui, je l'ai effectivement annoncé. Vous savez que le chef de l'État a promulgué en 2021, le 9 juillet précisément, la loi sur la promotion du volontariat au Cameroun, qui visait donc à créer cet environnement favorable au développement du volontariat. Parce que, comme vous le savez, le volontariat, c'est un puissant outil de développement local. Je vous ai cité tout à l'heure les jeunes, les volontaires, que ce soit les conseils municipaux jeunes, les conseils régionaux jeunes, les leaders du Conseil national de la jeunesse, les parlementaires, tous sont des volontaires. Vous comprenez, chacun dans un maillon d'un problème de la société pour lequel il s'est engagé au plan civique de participer. C'est tout. Donc ces volontaires vont se recruter
dans toutes les sphères. D'abord, on a avec les ministères sectoriels, parce que cette loi permet aujourd'hui que les collectivités territoriales et même le secteur privé participent à la promotion du volontariat. Donc c'est cette synergie-là que nous voulons créer. Comment est-ce qu'on les recrute? Il y a un appel à candidature. Chaque année, on lance un appel à candidature pour ceux qui volontairement... Nous allons relayer souvent, hein, parce que... Non, c'est exactement. Actuellement, on a une base de données, par exemple, le dernier pointage montrait qu'on a environ 12 500 candidats dans la base de données du programme national de volontariat. Parce que la loi a été mise en place et le programme national de volontariat a été institué. C'est lui donc qui est la structure d'envoi. Parce que le volontariat, c'est 3 entités. Le volontaire, la structure d'accueil et la structure d'envoi, donc de régulation. C'est vrai qu'on parlait de volontariat. Cela signifie qu'ils ne seront pas rémunérés? Alors, le volontariat, c'est du bénévolat? Non, il est différent du bénévolat, oui, parce que le bénévolat est plus spontané. Mais le volontariat est un peu régulé. Le volontariat a un contrat de volontariat qui oblige quand même le volontaire à respecter un certain nombre de règles, mais c'est de manière désintéressée. C'est-à-dire qu'il s'engage de manière désintéressée. Ils n'ont pas de salaire. Non, pas de salaire. Et ils mangent quoi? Non. La structure d'accueil met à leur disposition les éléments qui leur permettent de réaliser la mission pour laquelle ils sont. Mais dites aux jeunes clairement, monsieur le ministre, ils veulent savoir ce qu'ils peuvent gagner en étant volontaires. C'est ce mot-là que nous voulons enlever. Nous voulons enlever du vocabulaire du jeune, du Camerounais. Vous comprenez? Servir d'abord et gagner après. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on veut d'abord gagner avant de servir. C'est ça le danger. Vous comprenez? Donc, on veut changer la mentalité pour dire servir d'abord. Et le volontariat, c'est servir d'abord et être récompensé. Est-ce que ça ne peut pas livrer les jeunes? Parce qu'à la fin, on donne ce qu'on appelle le pécule, c'est-à-dire une récompense, qui n'est pas une rémunération. Et même pour les sociétés qui participent au volontariat, cette ressource-là n'est pas taxée, puisque ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire, donc ce n'est pas taxé par les impôts, etc. Vous comprenez? Donc la rémunération du volontaire, c'est un pécule qui permet, qui est une récompense. Maintenant, qu'est-ce que le volontaire gagne? Dans le gain-là, le volontariat permet aux jeunes de développer son employabilité. Avoir de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes se posent la question pourquoi on demande 5 ans d'expérience, etc. Or, en faisant du volontariat, vous gagnez en expérience. Donc, vous enrichissez votre CV pour donc plus tard être employé. Et comme vous êtes réamorcé, ça veut dire que nous attestons que vous êtes un bon risque. Est-ce que ce concept-là ne traduit pas plutôt une sorte d'enrégimentation de la jeunesse? Parce que c'est pas dogmatique finalement. Il est important parce que rien ne peut se faire sans dogme. Vous comprenez? Aujourd'hui, si nous nous comportons bien dans les religions et tout ça, c'est parce qu'il y a des dogmes. Est-ce que les jeunes doivent entrer dans le RDPC pour bénéficier de ces choses? Je le dis comme ça. Est-ce que c'est une condition? On peut être un jeune du MRC. Je ne vois pas le lien. Oui, mais moi je vois. Je dis parce que chaque Camerounais a une opinion politique. Mais nous sommes dans l'État. Parce que ça, encore une fois de plus, c'est la confusion entre l'État et le parti. Ce sont vos camarades qui font souvent ces confusions. Non. Nous ne voulons pas Il faut savoir que l'État est impersonnel. Ça, c'est le civisme. Il faut connaître ce que c'est que l'État. La notion d'État est impersonnelle. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit le chef de l'État. Donc, quand le chef de l'État agit dans sa mission, il est le chef de l'État. Il n'agit pas en tant que chef de parti. Vous comprenez? Donc, il est important que nous sachions distinguer notre mission de l'État et notre opinion politique. Très bien. On peut être un bon fonctionnaire, un agent de l'État, avoir une opinion politique, mais quand on est dans ces fonctions de l'État, on est dans les règles régaliennes de la République. Monsieur le ministre, nous lisons encore quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs à travers
le monde. Je vous amène au 212. Il s'agit d'un téléspectateur du Maroc. Bonjour au Mounouna Fouchou de la modération. Oui. Et au Georges François de la consultation. Tout ce que je demande au ministre de la Jeunesse, c'est d'agir en notre faveur sur la question de la double nationalité. Vous avez organisé des forums pour sensibiliser la jeunesse, en particulier celle de la diaspora, aux opportunités d'investissement. Cependant, tant que cette problématique reste en suspens, investir sereinement au pays demeure un défi. Au mieux, nous nous limiterons à envoyer de l'argent à nos familles pour construire des maisons ou entreprendre, avec le risque que ces biens nous échappent un jour. Et on va voir tonton Blériot pour venir encore dénoncer nos choses. Mais on vous fait confiance. Pour finir sur une bonne note, voici la sagesse du jour. Traitez bien chaque partie de votre serviette, parce que la partie qui essuie votre postérieur aujourd'hui essuiera votre visage demain. À demain 10h. Très bien. Moi, Monsieur le ministre, vous appréciez le proverbe. Je pense qu'il mérite encore de réamorce parce que je ne sais pas qu'est-ce qui le bloque. Parce que c'est ça, le fait de fixer sur la double nationalité qui n'a rien à voir. Pour investir au Cameroun, il y a quel... Demandez à votre chef de lever ce verrou. Vous comprenez? Qui est devenu désuet. Je pense que... On dit d'ailleurs que certains de vos camarades, certains de vos collègues ministres ont la double nationalité. On le dit comme ça. Ben, ils méritent d'être réamorcés parce qu'ils trompent. Ils vous ont brandi ça, hein? Non, on le dit. Moi, je suis dans l'information. Parce que c'est lui, par exemple, qui est en train de brandir là. Est-ce qu'il est venu au Cameroun, on l'a chassé pour dire qu'il est double nationalité? Non, parce que c'est ce blocage-là qu'il faut enlever. Les frères vous arrachent des biens ici, hein, en prétextant que vous n'êtes pas camerounais. Vous savez, même si vous êtes camerounais, vous n'avez jamais eu affaire à la loi. Quand vous avez une loi, vous êtes justiciable comme tout le monde. C'est à ce moment, malheureusement, certains utilisent effectivement cette double nationalité en commettant des actes inciviques qui vont contre la loi. Et quand on veut maintenant les poursuivre, ils brandissent la double nationalité. C'est peut-être aussi ça qui empêche. Hein, je ne dis pas que ça justifie, mais... Tous les pays du monde ont les mêmes problèmes, monsieur le ministre. C'est la raison pour laquelle ne nous bloquons pas. Alors, avançons. Ce pays nous appartient, construisons-le. Jusqu'au moment où on te dira, et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a dit à son frère que lui, il n'est pas camerounais alors qu'il est venu pour construire la famille. Par contre, il y a des obstacles et c'est ce que nous essayons de lever. C'est-à-dire, et ça c'est le mental toujours, parce que la diaspora n'étant pas sur place, parfois elle est abusée par la famille, par les amis. Vous comprenez? Oui, mais ça, je l'ai dit aussi à la diaspora, nous-mêmes qui sommes à Yaoundé ici, on est abusés par les gens du village, ils nous font la même chose. Donc, c'est changer donc cette mentalité. Nous devons donc tous changer la mentalité, la confiance. Vous m'avez fait confiance, il faut que je vous la rende. Et pour régler cette question, nous avons mis en place donc le pari, j'ai dit, qui accompagne, c'est-à-dire qui sert d'interface entre donc la jeune de la diaspora et son homologue du pays pour crédibiliser. C'est ça qu'on appelait Diaspora and Local Youth Joint Venture. C'est-à-dire, chaque jeune de la diaspora qui veut investir par exemple au pays choisit, dit au gouvernement qui est son homologue, ils entrent en joint venture, le gouvernement donne sa caution. Vous comprenez? Et comme on a nos centres multifonctionnels qui sont dans toutes les communes, ça veut dire, même si c'est votre propre famille, le chef de centre ou le conseil en insertion va donner le bon rapport. Ne va pas vous filmer les briquettes alors que c'est la maison que vous vouliez. Donc, voilà. Merci, comment nous essayons de résoudre. Le gouvernement, son rôle, c'est faciliter, de mettre en place des mesures d'accompagnement. Et donc, c'est ce que le gouvernement fait. Monsieur le ministre, je suis très bousculé. Beaucoup pensent que nous ne voulons pas lire les messages. Je vous amène donc encore du côté de la diaspora. C'est le plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait Haïti. Je m'adresse à monsieur le ministre. Chapeau pour toutes ces informations que nous venons de recevoir. C'était important de le savoir. Félicitations à Info TV. Il faudrait que cette émission soit rediffusée pour que nous ayons toujours la bonne information.
Mais il peut continuer sur les plateformes, parce qu'il ne faut pas attendre une émission comme celle-ci, alors que toutes les plateformes sont là pour donner ces informations. L'Observatoire national de la jeunesse. Vous êtes en direct sur Info TV, une dernière touche pause et on reviendra pour la dernière ligne droite. Nous nous retrouvons donc sur ce plateau. Monsieur le ministre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour la dernière ligne droite. Nous allons parler de l'élection présidentielle 2025. Cette élection qui se tiendra en octobre dans notre pays, le Cameroun. Nous l'avons dit en ouverture, les jeunes sont majoritaires lorsque nous parlons de l'électorat au Cameroun. Vous qui êtes ministre des Jeunes, permettez-moi de parler ainsi. Comment ces jeunes devraient se comporter pour cette échéance électorale au regard de ces indicateurs sur le terrain, indicateurs faits de beaucoup de bruit, j'ai failli dire d'un peu trop de tension? Oui, je pense que le thème de cette célébration leur dit beaucoup d'orientation, à savoir jeunesse responsabilité pour la consolidation, la paix, la sécurité, la croissance économique et le processus démocratique. Je pense que le processus démocratique mérite d'être consolidé à travers cette élection, mais les prérequis, c'est la sécurité, la paix, et c'est ça qui conditionne la croissance économique. Donc, je pense que nous, dans les structures de participation de la jeunesse, nous n'attendons pas qu'il y ait une élection pour encourager les jeunes à la participation politique. Comme je l'ai dit, les structures existent. Nous avons un partenariat d'ailleurs avec ELECAM, qui est la structure qui organise les élections, pour encourager les jeunes à s'inscrire chaque année pour participer. Parce que pour participer, quand vous dites électeur, il faut remplir des conditions pour être électeur. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est ce que nous essayons de donner comme sensibilisation, encourager la jeunesse à la participation politique, la préparer au plan pour la transition intergénérationnelle, etc., à travers le Conseil national de la jeunesse, les parlementaires, le Parlement jeunesse, les conseils municipaux jeunes, les conseils régionaux jeunes. Et maintenant, les autres associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Donc, je suis content que les jeunes eux-mêmes, les leaders surtout, ont compris leurs responsabilités parce qu'à l'occasion de cette célébration, ils ont lancé, j'ai présidé cette cérémonie, une campagne spéciale d'éducation électorale pour des élections citoyennes et patriotiques, pour que donc ces élections se passent dans la paix et la sérénité. Très bien. Et ceci à travers donc leurs différents démembrements que notre département ministériel accompagne. D'abord, s'enregistrer pour voter, parce que la plupart du temps, vous savez, on dit les jeunes sont les plus nombreux, mais combien votent réellement? Et puis, c'est par le vote qu'on sanctionne, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en critiquant. Et donc, c'est cette responsabilité-là, c'est cette citoyenneté responsable que nous essayons d'enseigner à la jeunesse. Au lieu de critiquer, il faut aller se mouiller. Vous comprenez? Voilà. Donc, je crois que cette campagne, nous allons l'accompagner pour que, avant, pendant et après les élections, qu'il y ait de la sérénité, qu'il y ait de la paix, et que ce pays, son processus démocratique soit consolidé et qu'il prenne la relève. Et peut-être eux comprendront mieux cette démocratie-là. C'est ce que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à l'apprentissage de la démocratie. Certains voient comme un champ de bagarre, etc. Or, c'est un débat d'idées et c'est ce que nous essayons de faire à travers les différents échanges et tout ça que nous essayons de promouvoir au sein de la jeunesse. La contradiction, etc. C'est ça la démocratie, c'est pas la violence, c'est vraiment la participation citoyenne, en connaissant ses droits, ses devoirs, les limites, etc., etc. Donc voilà l'apprentissage que nous faisons. Et nous avons aujourd'hui des experts qui accompagnent ce processus et nous pensons que les jeunes vont davantage s'enrôler dans les caravanes. Pierre Billorio. Oui, monsieur le ministre, c'est une question
qui a été évoqué en début de ce programme. Est-ce que des consignes précises sont données à ces centres de jeunesse dans le sens de voter un candidat particulier? Et vous avez aussi parlé de transition générationnelle. Je voulais m'interroger, est-ce que vous y songez vraiment? Ou ce n'est qu'un écran de fumée pour les jeunes quand on voit l'âge de certains de nos dirigeants et même de certains candidats à la présidentielle? J'ai coutume de dire, en réalité, cette transition générale, elle est là. Vous pensez que qui décide aujourd'hui dans les politiques gouvernementales? C'est le président de la République, Désolé. c'est le président Niat, c'est le président Vous savez comment les décisions sont prises. Ça, c'est encore une fois de plus de l'incivisme. Oui. On pouvait achever sans ça, mais bon, vous avez insisté. Oui, parce que les décisions sont prises comment? Est-ce que vous comprenez? Le ministère de la Jeunesse, par exemple, les décisions, moi, ministre, c'est le cadre de jeunesse et d'animation formé à l'INGS ou bien au Sénagès, qui a le dossier, qui fait une note, d'accord, en disant sur telle question, voilà, en tant qu'expert, voilà ce qu'il pense, vous comprenez, et qu'il suggère. Le chef de bureau vise pour dire qu'il est d'accord ou il dit donne son contraire. Le chef de service vise ou donne son appréciation, d'accord. Le directeur, le sous-directeur, le directeur, le secrétaire général. Vous comprenez? Qui est souvent vieux. Qui sont tous, non, je vais vous dire déjà à partir de chefs de service et même vous savez, chaque année, l'Observatoire national de la jeunesse publie le palmarès jeune. Est-ce que vous comprenez? En bas de la pyramide, c'est-à-dire les décideurs, c'est ce que je voulais vous démontrer, c'est-à-dire les cadres, chefs de bureau, chefs de service, qui sont, parce que c'est le chef de service qui est le noyau. Parce qu'en réalité... Est-ce qu'il prend la décision, le chef de service? Si, c'est lui, parce que dès qu'il a visé, après le chef de bureau, les chefs de... La plupart du temps, les directeurs, les chefs de... qui ont confiance en ce... Parce que vous savez, c'est les structures opérationnelles. La plupart du temps, où ils renvoient et corrigent, etc. Donc, et si le chef quand de ça arrive chez le ministre, c'est ce que je voulais dire. Et si le chef de service quand ça arrive donc ça dérangera? Quand ça arrive donc chez le ministre, c'est mâché. C'est-à-dire aucun ministre ne peut aller contre cette expertise, ces éléments. C'est pour cela vous comprenez? Et quand ça arrive, il propose donc aussi au chef de gouvernement, le chef de gouvernement propose au chef de l'État. Vous comprenez? Donc, qui peut avoir d'autres sources parallèles? Parce que c'est là où nous attirons l'attention des collaborateurs de ne pas fausser, d'être droit, d'être rigoureux. C'est-à-dire, après avoir, pour examiner un dossier, il faut regarder tous les contours. Parce que si ça arrive jusqu'en haut là-bas, et que par hasard, d'autres sources montrent que votre dossier a été mal monté, dommage. Vous comprenez? Donc, la décision finale qui est donc prise, qu'il a prise, c'est le cadre qui vient de là proposé. Et ce cadre-là, aujourd'hui, c'est, si vous prenez cette base-là, c'est la jeunesse. Donc, ça veut dire, cette jeunesse qui est à l'apprentissage, et c'est ça qui est très important. Parce qu'il faudrait donc être à l'apprentissage. Pour être convaincant, vous l'êtes, monsieur le ministre. Monsieur le ministre... Ah, je ne sais pas, mais je vous relate la réalité. Tout à fait. Mais, monsieur le ministre, l'élection aura donc lieu en octobre de cette année. Pouvons-nous avoir un espoir, mettez les guillemets à espoir, qu'un jeune puisse être à la tête de l'État du Cameroun? Ou alors, c'est lui qui a toujours eu à gagner, qui gagnera encore? Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est les hommes ou c'est le Cameroun qui se porte bien? Les hommes et le Cameroun, les hommes aussi. Vous êtes le ministre des jeunes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on vient de développer. Qui porte ça? Non, tout ce qu'on vient de développer. Je vous ai dit qui les porte, n'est-ce pas? Ce sont les jeunes qui sont dans cette administration. Quelle que soit la personne à la tête, ils peuvent insuffler depuis le haut, hein, les jeunes. Ils peuvent insuffler depuis le haut. Même, non, ils peuvent aussi. Ce qui est bien, c'est d'insuffler par le bas, parce que c'est plus large. Qu'ils puissent insuffler par le haut. C'est possible, mais je vous dis, ils ont plus de possibilités. Monsieur le ministre, vous ne voulez pas défendre la jeunesse. Même si c'est un génie, une seule personne ne peut jamais insuffler les choses comme une base qui porte cette chose. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord?
Donc, je pense que ce qui est important là, c'est les préoccupations que nous venons de donner, les réponses qui doivent être données. Et ça, je dis, s'il y a un illuminé, vous comprenez, il va proposer ces éléments. Vous comprenez? Aujourd'hui, le président de la République a une politique qui est édifiée, que je suis en train de présenter. En ce qui concerne les secteurs jeunes, il y en a comme ça dans plusieurs secteurs. Donc, il revient aux jeunes, et c'est cette responsabilité que nous apprenons aux jeunes, de dire, de regarder ces propositions, et non le sentiment de dire que bon, je veux un jeune, mais et après quoi? Vous avez vu aussi, hein, ça peut arriver. Ça commence même d'ailleurs dans c'est cet apprentissage-là. Vous parliez tout à l'heure de la démocratie au niveau du Conseil national de la jeunesse, de ces structures. C'est ça l'exemple. Vous comprenez? Il y en a qui portent à la tête d'une structure, le lendemain, ils veulent le déposer. Vous comprenez? C'est pour dire, en un mot, qu'il faut voir le Cameroun. C'est pourquoi la campagne même qui est lancée, la campagne d'éducation électorale, son thème c'est le continent d'abord, c'est-à-dire le Cameroun d'abord. Donc le jeune doit voir le Cameroun d'abord et non voir les individus, soient-ils bons parleurs. Monsieur le ministre, entre un jeune et un vieux à la tête d'un État, vous préférez qui? Je prévois le programme qui répond aux préoccupations de la jeunesse. Lorsqu'on est à la tête d'un État, n'a-t-on pas besoin d'un certain dynamisme? Le dynamisme, c'est par les actes, c'est les papiers qui sortent, n'est-ce pas? Le dynamisme, c'est pas danser. C'est pas un travail de terrain non plus. Non, je veux dire, c'est pas danser, c'est pas courir. L'administration, on dit, elle est écrite. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ressens le dynamisme d'un patron par le nombre de papiers qui m'arrivent de ce patron. C'est pas par... Donc les vieux sont plus dynamiques que les jeunes. Je ne dis absolument rien à ce niveau-là. Le dynamisme dépend de la capacité. Il y a des gens qui sont des dons de Dieu, qui ont des capacités plus il prend de l'âge, plus il exceptionnelles. devient plus dynamique, votre patron. Moi, je vous dis, je mesure son dynamisme à partir des instructions, des papiers qui me viennent d'en haut. Ce que j'envoie, comment ils reviennent, c'est ça le dynamisme, vous comprenez? C'est pas par d'autres éléments. Hein? Monsieur le ministre, nous venons de passer pratiquement près de 2 heures de temps ensemble. Au moment où nous nous apprêtons à mettre la clé sur le paillasson, que voulez-vous que l'on retienne? D'abord, je souhaiterais que tout ce qui a été dit ici soit approprié par les jeunes et même les leaders, les moins jeunes, parce que je pense que nous tous, nous avons besoin d'une bonne information de ce qui se fait, de ce que le gouvernement fait, de ce que l'État fait, et que chacun se sente responsable d'une parcelle de mission de cet État-là. Parce que c'est l'indifférence des uns et des autres qui font en sorte qu'il y a comme un laisser-aller, hein, parce que personne, ni le chef de l'État, ni le ministre, ni même pas les directeurs, ne peuvent être partout pour attirer l'attention. Mais pour qu'un pays se tienne, il faut que chacun soit le gendarme du civisme dans son environnement immédiat. C'est-à-dire dans ces studios, si quelqu'un dit quelque chose de mauvais ou fait quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de l'État du Cameroun, c'est pourquoi c'est le Cameroun d'abord, j'attire son attention. Voilà, je n'attends pas que ce soit le policier ou bien le gendarme ou pour venir faire ce travail parce que c'est sa mission. Non, chacun de nous doit être le gendarme de civisme dans son environnement immédiat. Merci, monsieur le ministre. Info TV, par ma modeste voix, vous souhaite par anticipation une excellente 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun. Je vous remercie par faire ici le consultant Pierre Blériot-Yemek et tous vos panélistes qui animent souvent cette émission pour le travail formidable que vous faites. Et je peux maintenant compter sur vous puisque vous êtes aujourd'hui les grands réamorcés, donc vous êtes désormais des réamorceurs. Hein, vous serez nos réamorceurs, nos ambassadeurs auprès, n'est-ce pas,
de vos téléspectateurs. Merci, monsieur le ministre. On dirait également infiniment merci à notre président directeur général, monsieur Dieudonné Van, et qui aura mis tous les moyens pour que cet entretien ait lieu. Infiniment merci à toutes nos équipes rédactionnelles, mais également techniques qui ont abattu un travail formidable. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Infiniment merci également à tous nos nombreux téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Bien des choses au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Fouchou, et qui nous a fait confiance en nous accordant cet entretien. Infiniment merci, Monsieur le ministre. Une question avant de partir. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?